Bon, donc on va donner la parole à... La parole à Dominique Barbolesi, qui vient depuis Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille 3. C'est ça, Paul Cézanne maintenant. Qui est chercheur, qui travaille avec des médecins aussi, et puis qui intervient beaucoup dans les classes pour expliquer justement à quoi servent les maths, et ce qu'on peut faire avec les élèves ici dans ce domaine. Et c'est un article qui va paraître dans Repère IREM au mois d'avril sur un exemple de démarche scientifique. Donc voilà, à toi. Merci. On espère que ça va marcher cette fois. Ben, j'espère. Bon. Alors le titre que j'ai choisi, en fait, il est tout simplement paraphrasé dans cette pensée de Wiener. Wiener, donc, c'est un prix Nobel de physique. Et lui-même, donc, on voit qu'il est émerveillé devant l'utilité des mathématiques bon, au sens général dans les sciences de la nature, mais il parlait surtout pour la physique, puisqu'on aurait pu faire tout un exposé sur, par exemple, le formalisme de la mécanique quantique, pour voir à quel point les mathématiques sont précieuses pour décrire des choses apparemment indescriptibles, unifier le corpusculaire et l'ondulatoire, par exemple. On aurait pu aussi choisir la relativité générale ou la relativité restreinte, ça aurait été tout aussi passionnant. Alors aujourd'hui, moi, j'ai choisi de faire partie des impurs. C'est-à-dire que je vais parler du rôle utilitaire des mathématiques, c'est-à-dire un mot qui est presque grossier dans le domaine des mathématiques. Mais j'espère qu'on y verra un petit peu plus clair après ça. Alors l'exposé que j'ai choisi de vous présenter, il va être en 3 parties. Oui, je vais essayer, mais... Donc je vais... Mais non, c'est pour enregistrer, j'ai pas de micro. Bon, peut-être vous pourriez fermer la porte, ça jamais... On va fermer peut-être. Donc l'exposé, je vais le présenter en 3 parties. C'est vrai que mon domaine de recherche depuis 25 ans porte sur les chimiothérapies anticancéreuses. L'optimisation des chimiothérapies anticancéreuses, qui est un problème d'actualité, hélas. Donc une grosse partie de l'exposé portera dessus, mais j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour vous de voir un petit peu l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais une grande partie de l'application des mathématiques dans le domaine médical, parce que je pense que ce sont des choses qui sont dites parfois, mais qui ne sont pas très connues quand même. Donc j'ai séparé l'exposé en 3 parties, si je puis dire, 2 petites parties, une qui expliquera comment fonctionne le scanner. Donc c'est un exemple d'imagerie médicale, donc c'est la détection, puisque pour une maladie il faut la détecter. Puis il y a une façon qui est plus, je dirais, futuriste, c'est de prédire. Donc c'est détection des gènes dits proto-oncogènes, c'est-à-dire détecter des gènes qui sont précurseurs du cancer ou d'autres maladies, le diabète ou par exemple l'hypertension, etc. Et puis après je reviendrai à la thérapeutique, donc c'est mon domaine, c'est-à-dire une fois qu'on a détecté la maladie, eh bien comment essayer de la soigner, de la combattre. Voilà. Alors je pense que tous les problèmes qu'on se pose, quand même, ils sont fortement reliés au fait qu'on a perdu c'était très bien dit par Mme Richard tout à l'heure, c'était la chronologie entre une découverte et ses applications. Je pense que ça, l'échelle du temps, ça nous remet un petit peu les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Si on regarde à peu près de l'Homo sapiens jusqu'à l'apparition de l'écriture, il y a 200 000 ans. Voilà. Alors qu'à peu près un petit peu avant les pyramides jusqu'à aujourd'hui, il y a 6 000 ans. Donc on dirait qu'à peu près pendant 200 000 ans, on a stagné, apparemment. Mais c'est la maturité qui a évolué. En fait, on n'a pas stagné. En tout cas, il y a une cassure ici à partir de l'apparition de l'écriture. Donc dès que l'écriture est apparue, il y a un changement brutal dans l'évolution de l'humanité quand même. Ça, c'est à remarquer. Donc l'apparition de l'écriture, ça veut dire d'abord les dessins sur les cavernes, etc. C'était la première fois où l'homme a représenté de manière abstraite le monde dans lequel il était. Donc l'écriture, le dessin, c'est quand même des précurseurs des mathématiques en particulier. Voilà, donc, je crois que ça remet un petit peu les pendules à l'heure, parce que l'exposé, quand même, je m'efforcerai de montrer 2 points essentiels qu'on oublie.
c'est que la notion de temps est irremplaçable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre beaucoup d'argent à un moment donné qu'il y aura plus d'idées, hein, si elles n'ont pas mûri avant. C'est un petit peu ce qu'on fait pour le sida. Et la chronologie, entre une découverte fondamentale, c'est ce que je viens de dire, et les applications éventuelles, et ça, le mot éventuel, il n'est pas mis au hasard, eh bien, elles sont souvent énormes. Alors, je disais un mot pour le sida. Oui, ben, le sida, c'est le cas typique, puisque dans les années 50, on avait pratiquement abandonné la recherche sur les virus, puisqu'on pensait que ce n'était pas très important, jusqu'en 83, quand le virus du sida a fait son apparition, où là, évidemment, on a mis beaucoup d'argent on a remis beaucoup d'argent dans les départements de virologie, mais on voit que le temps qui a été perdu avant, eh bien, on ne le rattrape pas nécessairement avec de l'argent. Alors, ces deux points qui sont valables pour toutes les sciences fondamentales sont en particulier valables pour les mathématiques, ce qui explique en partie pourquoi nous sommes très mal compris sur ce qu'on appelle l'utilité des mathématiques. Alors, le premier exemple que je vais prendre, comme je l'ai dit, c'est le scanner, parce que, chose que peu de gens savent, y compris beaucoup de médecins, c'est que le fonctionnement du scanner repose essentiellement sur une théorie mathématique très pointue, qui ne fait d'ailleurs que progresser à l'heure actuelle, pour avoir des images plus précises. Alors, ça, je pense que les médias jouent un petit peu contre nous. Alors aujourd'hui, on joue un petit peu contre eux. C'est pour expliquer la différence entre être important et être connu. C'est un amalgame qui est fait souvent. Voilà. Donc, il y a trois personnes ici qui sont inconnues et très importantes. C'est Radon, le mathématicien qui a forgé la théorie et qui est à la base du scanner, et Hounsfield et Cormack, qui sont les deux personnes qui ont eu le prix Nobel en 1979, donc un mathématicien et un physicien mathématicien, qui ont eu le prix Nobel de médecine en 1979, donc il faut le savoir, pour avoir construit le premier scanner. Alors, voilà, donc c'est justement le résumé de ce que je viens de dire ici. Voilà. Alors, comment fonctionne un scanner? Eh bien, bon, ben, vous avez tous vu, j'espère de loin, vous n'avez pas eu passé ce type d'examen. C'est pas toujours pour des choses graves, mais enfin, bon, c'est quand même, faut mieux éviter. Parce que c'est quand même des rayons qu'on nous envoie sur un 360 degrés, donc on rentre dans un tube comme ça. Et puis il y a les rayons qui rentrent et les rayons qui sortent. Et puis il y a des capteurs qui captent évidemment l'intensité des rayons qui sortent. Et on connaît l'intensité du rayon qui est envoyé. Voilà. Alors qu'est-ce que, plus précisément? Eh bien c'est par exemple si on veut découper un foie en tranches ou un cerveau, etc. Pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a une tumeur ou maligne ou bénigne. Donc on peut imaginer que la coupe qu'on fait, c'est un plan de coordonnées x, y. Et alors, toutes les données ici sont envoyées à l'ordinateur qui calcule l'image. Donc on voit que c'est une méthode physique, les rayons X, couplés avec un calculateur. Et donc l'image qui apparaît pour le radiologue, c'est une image qui est calculée par l'ordinateur. Alors quels sont les calculs que fait cet ordinateur? Alors tout ça c'est basé sur une petite loi physique très simple, c'est que quand on traverse un corps par un rayon, il y a une intensité I0 au départ, et elle est affaiblie à l'arrivée. Bon, comme tout le monde comprendra, suivant le corps qu'on traverse, si c'est du bois ou du fer ou du plomb, évidemment, il est ralenti de manière différente. Donc le coefficient mu qui est là, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'atténuation, il est caractéristique du corps qui est traversé. Si on traverse un os, la peau, de l'eau, évidemment le coefficient mu n'est pas le même, il est plus ou moins important suivant que le rayon est freiné. Et c'est aussi évidemment relatif à la distance qui est traversée. Petit x, c'est la largeur de l'objet qui est traversé. C'est une loi physique assez simple. Alors imaginons qu'on veut faire une coupe du foie, ben, c'est ce qui se passe. Bon, en fait, on peut découper la tranche du foie en petits carrés, c'est des pixels, et tous ces carrés, de coordonnées x, y, pour simplifier, eh bien on voudrait trouver leur coefficient d'atténuation. Si on trouve leur coefficient d'atténuation, que fait l'ordinateur? En fonction du calcul de ces coefficients d'atténuation, eh bien il attribue un niveau de gris plus ou moins sombre. Imaginons qu'il y ait une tumeur ici, et imaginons aussi qu'elle soit plus dense que les tissus avoisinants. Si elle est plus dense, il y aura des coefficients d'atténuation plus forts ici, donc il apparaîtra une masse sombre ici, etc. Donc toute la difficulté, c'est de calculer ce coefficient d'atténuation pour chaque petit pixel. Alors en fait, si je trace le rayon, c'est une ligne, donc c'est du calcul intégral, comme disait ma collègue tout à l'heure. Donc la relation qui relie Ix à I0, ce sont des intégrales curvilignes suivant toutes les directions. Voilà. Eh bien c'est précisément ça, c'est un problème dit d'inversion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les problèmes d'inversion. Vous savez inverser la transformée de Fourier, celle de Laplace. Ça, c'est la transformée de Radon.
si on veut, à partir des données, les I0 et les IX, reconstituer la fonction mu de XY, il faut inverser cette procédure. C'est précisément ce problème qui a été résolu par Radon en 1917. Donc, c'est-à-dire qu'à partir des données de I0 et IX, dans toutes les directions, on peut reconstituer la fonction mu de XY. Voilà, donc ce problème, il a été résolu en 1917 par Radon, et ce n'est qu'en 1979 qu'on a construit le premier scanner, et on constate sur cet exemple, donc ce que j'ai dit, c'est-à-dire le décalage entre une découverte fondamentale, qui a priori, on n'avait aucune idée qu'elle servirait à construire un scanner, et la construction de ce fameux scanner, et on constate que c'est incontournable. Ce n'est pas juste un artifice, si on n'a pas cette formule, on ne fait rien du tout. Alors après, on suit un certain nombre de problèmes intéressants. Par exemple, j'ai dit 360 degrés, donc, parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre suivant toutes les lignes, et ça c'est impossible. La théorie dit qu'il faut avoir suivant toutes les lignes. Mais 360 degrés, il faut savoir que ça envoie beaucoup de rayons chez les personnes. Donc il y a des gens qui cherchent des algorithmes beaucoup plus rapides pour essayer de reconstituer la même image, mais avec beaucoup moins de rayons. Donc ça, c'est des recherches actuelles. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de problème, puisqu'on est dans les applications, il n'y a pas que ce genre d'application. Récemment, il y a un mathématicien, je crois qu'il travaille toujours à l'école polytechnique, qui a trouvé un autre type de problème inverse, et qui va remplacer les mammographies, certainement. Les mammographies sont pas comme le scanner, ce sont des rayons quand même pour détecter les tumeurs mammaires. Et il y a des tumeurs qui, hélas, ont la même densité que le tissu voisin. Ce qui veut dire que, évidemment, si elle a la même densité que le tissu voisin, on ne peut pas les repérer. Or, on s'est aperçu que les tumeurs ne conduisent pas l'électricité de la même manière que le tissu avoisinant. Donc il y avait des formules qui reliaient l'intensité du courant qui rentrait, l'intensité du courant qui sortait, un courant tout à fait, évidemment, bénin, et on ne savait pas inverser le processus. Et là maintenant, on sait inverser le processus, c'est un autre type de transformation inverse, ce qui fait que cette théorie mathématique qui vient d'être élaborée il y a 3 ou 4 ans, va donner naissance à de nouveaux appareils qui permettront de repérer des tumeurs qui étaient indétectables par mammographie. Donc vous voyez, c'est pas une science passée, c'est une science d'avenir. Alors je passe au deuxième exemple, détection des gènes oncogènes ou proto-oncogènes. Donc ça veut dire onco, c'est le terme, l'origine grecque du mot cancer. Donc oncogènes, donc c'est-à-dire les gènes précurseurs du cancer. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les gènes oncogènes, il y a à peu près des gènes pour beaucoup de maladies qu'on connaît. Alors, juste pour commencer, eh bien, un mathématicien qui s'appelle Bernard Point, mais avec une grosse équipe, a utilisé des chaînes de Markov pour arriver à détecter ces gènes-là. Le problème, c'était de détecter un gène de cancer qui intervenait dans le cancer du sein. On en a découvert 2 à l'heure actuelle, et les biologistes n'arrivaient pas à le découvrir en lisant la chaîne d'ADN. Et c'est grâce à ces travaux, vous voyez, une fois de plus, Markov, bon, ben, c'est 1922 à la fin, et donc c'est ces travaux-là qui ont été un petit peu mis à l'ordre du jour pour aider à construire des processus qui permettent de localiser ces gènes. Alors juste un petit exemple, juste pour faire voir, peut-être que vous connaissez, on peut faire ça aux étudiants de première année, ou peut-être même avec des élèves terminales qui sont volontaires, je ne sais pas. Si on lance une pièce de monnaie 100 fois et on se pose la question, quelle est la probabilité d'avoir 6 piles ou 6 faces consécutifs? Bon, ben, voilà. Donc le problème est très simple, on pose ça à des élèves, et la réponse elle est très claire. Est-ce qu'on a beaucoup de chances d'observer ce phénomène, c'est-à-dire 6 piles ou 6 faces consécutives, ou est-ce que c'est un phénomène qui est rare? Bon. Ben, la plupart des gens répondent intuitivement que c'est un phénomène rare, et c'est tout à fait le contraire. Bon, je vous passe sur les détails, mais bon, c'est des petites chaînes de Markov, et on arrive à trouver que la probabilité, elle est de 80%. Voilà. Donc, tout ceci pour montrer que, comme toujours, les mathématiques, ça permet quand même de prolonger un petit peu notre intuition, et même de la dépasser, et surtout de montrer que des choses qui, intuitivement, peuvent apparaître intuitivement vraies, sont fausses, en fait. Voilà. Alors ça, on peut le faire, d'ailleurs, de manière empirique. On fait jeter des pièces à des enfants, puis ils constatent que ça marche, par la loi des grands nombres. Alors, pour revenir à l'ADN, c'est exactement pareil, sauf que c'est plus compliqué. Il n'y a pas 2 lettres, il n'y a pas pile ou face, mais il y a 4 lettres, pour faire appel à vos petits souvenirs de terminale, pour ceux qui ont abandonné la biologie depuis la terminale. Donc, c'est là que tout est codé, hein, dans le génome. Donc, on a des textes immenses, codés avec 4 lettres, ce qu'on appelle les bases. Et c'est par là que tout se passe, toutes nos protéines sont codées par ça, tous les messages sont envoyés avec ces codes-là.
Et qu'est-ce que c'est un gène dans cette longue chaîne? Un gène, c'est une toute petite partie. C'est la partie que les biologistes appellent la partie codée. C'est elle qui commande à tout instant telle protéine, telle hormone pour nous faire vivre. Voilà. Et donc c'est dans ces gènes-là qui sont certains modifiés, soit par un virus qui vient s'intercaler dedans, soit par un agent extérieur, comme on parle de l'amiante ou le benzène, qui sont des cancérogènes, viennent détruire une partie de certains gènes. Donc il y a comme une faute d'orthographe, si on peut simplifier. Et c'est ce gène-là qui, modifié, commence à être un précurseur du cancer qu'on risque de développer plus tard. Donc l'histoire, c'est de les repérer, ces gènes-là, et dans l'avenir, ce sera de les corriger éventuellement. Donc ça, c'était juste pour la chaîne ADN. Alors, la différence entre la chaîne de Markov de tout à l'heure et les chaînes de Markov qui interviennent là, c'est ce qu'on appelle les chaînes de Markov cachées, qu'il a fallu élaborer. Alors je vais juste en dire un mot. Pourquoi cachées? Parce que dans la chaîne d'ADN, il y a la partie qui n'est pas codée et la partie qui est codée. On peut, pour imaginer ça, imaginer que je lance deux pièces, une qui est fausse et une qui est vraie. Et celle qui est fausse, qui est baisée, mettons qu'elle sorte avec une fréquence 0,8 pour les piles et puis donc 0,2 pour les faces. Et la pièce qui est normale, c'est le pourcentage traditionnel, 50%, 50%. Voilà. Alors si vous lancez ces deux pièces, tantôt vous lancez la normale, tantôt vous lancez la biaisée, etc. Et puis vous donnez toute la chaîne de 0 et de 1 que vous avez sortie. Et le problème qui se pose, c'est, évidemment, c'est pas écrit en rouge et en bleu, hein, tout mélangé. C'est peut-on retrouver à quelle séquence correspond la pièce biaisée et à quelle séquence correspond la pièce normale. Voilà. C'est exactement ce problème qui se pose, c'est-à-dire quand on lit une chaîne, un biologiste lit la chaîne d'ADN, est-ce que je suis en train de lire une partie qui est codée ou est-ce que je suis en train de lire une partie qui n'est pas codée? Donc la partie dite cachée, c'est la partie qui est donc fait partie de la partie codée. Donc c'est ce type de mathématiques qui ont été élaborées il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, et qui ont permis de détecter deux gènes. Là, ça, je passerai là-dessus. Deux gènes pour le moment. Bon, ça c'est la terminologie anglaise, breast cancer 1, hein, sur le 17e chromosome. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça a fait? C'est Bernard Point lui-même qui le dit. Hein. Il dit, ça revient en fait à supprimer une recherche sur 2000 pages et à la remplacer par une recherche sur un texte de 60 pages. Donc en fait, on est passé d'une botte de foin, une aiguille, à une toute petite partie de la botte de foin. Et c'est ça qui a permis, chose qui n'était pas possible, de localiser ces deux gènes. Alors aujourd'hui, il y a tout un programme immense. Pas que d'ailleurs pour des gènes, pour aussi détecter ce qu'on appelle des mots de passe. On a des mots de passe dans l'organisme qui empêchent de rentrer des virus et qui sont codés, mais cela dans la partie non codée. Donc il y a tout un programme mathématique élaboré pour trouver ces mots de passe. C'est assez passionnant. Voilà les deux premiers exemples que je voulais prendre. Et quand même, je trouve que d'un point de vue pédagogique, pour nos élèves, c'est intéressant de montrer ce genre de choses parce que non seulement c'est d'actualité, mais on voit bien la chronologie, les mathématiques qui sont derrière ont été forgées il y a plus de 100 ans quand même, qui elles-mêmes reposent sur les mathématiques dont on a parlé tout à l'heure, en remontant jusqu'au grec, il ne faut pas l'oublier. Et bien avant. Et même avant, bien sûr. Bon, alors, évidemment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on peut parler du problème, c'est un problème parmi tant d'autres, qui sont à l'origine du calcul différentiel intégral, mais le problème du brachistochrone, qui a été résolu simultanément par Newton et Bernoulli. Donc on prend un point A, un point B, on lance une petite bille, et puis on se pose la question, est-ce qu'il y a un chemin qui va minimiser le temps de parcours de la bille? Bon, c'est ce problème-là qui a l'air tout à fait théorique. Bon, alors si on prend l'arc de cycloïde, la réponse à ce problème, vous le savez, c'est l'arc de cycloïde. C'est l'arc de cycloïde, bon, et qui est évidemment pas du tout évident d'imaginer ce genre de choses. Et ces mathématiques-là, qui ont été forgées par Newton, c'est le début du calcul différentiel infinitésimal, et qui va au-delà, c'est le début de ce qu'on appelle le calcul variationnel, qui est lui-même parallèle à la théorie des équations, un prolongement de la théorie des équations différentielles, et qui va jusqu'à la théorie du contrôle optimal. Voilà. Donc ce sont des théories mathématiques actuelles, très utilisées de partout, et je vais en parler donc dans le milieu médical maintenant. Alors j'attaque la deuxième partie de l'exposé. Voilà. Je vais juste dire un mot sur la modélisation, parce que ça m'intéresse au point de vue pédagogique. Je ne parlerai pas de la modélisation, c'est un vaste débat au sens général, mais c'est quand même bon d'avoir quelques idées sur ce que c'est que la modélisation, parce que je pense que dans nos cours, ça pêche, même au niveau de l'enseignement de la physique. C'est-à-dire qu'on n'explique plus très bien quand est-ce qu'on modélise, quand est-ce qu'on fait des mathématiques, qu'est-ce qu'un principe, qu'est-ce qu'un théorème,
qu'est-ce qu'un axiome? Tout ça, c'est un petit peu amalgamé, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien où on en est. Or, un principe physique, ce n'est pas un axiome mathématique. Et un théorème mathématique, ce n'est pas une loi physique. Alors, au départ, pour simplifier, on peut dire qu'on a une réalité et les observations qu'on fait, c'est peut-être un phénomène physique. Bon, je lâche une bille, elle tombe, j'observe, je regarde un satellite naturel ou artificiel qui passe. Bon. J'injecte un médicament chez quelqu'un, ce sont des phénomènes concrets. Et puis, il y a une théorie mathématique, alors je ne parlerai pas de l'origine de cette théorie mathématique, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, je pense que la plupart des théories mathématiques sont issues de problèmes concrets, contrairement à ce que certains disent, et qu'après, elles se développent pour son propre compte, ça c'est un fait, mais je pense qu'au départ, la plupart des théories mathématiques ont un support qui est concret, que ce soit économique ou que ce soit physique, mais je pense ça, mais ça n'engage que moi évidemment. En tout cas, théorie mathématique il y a, et il faut faire le lien entre les deux, et ça, c'est pas une chose facile, et ça n'a rien à voir avec le travail du mathématicien. Ça, c'est la partie modélisation, c'est qu'il faut poser justement un certain nombre d'hypothèses, de principes. C'est ce qu'on fait en physique, par exemple, lorsqu'on dit F égale m gamma. C'est un principe, ça ne se discute pas. Bon, un principe qui est d'ailleurs pas du tout évident. Heureusement que nos élèves ne sont pas très curieux, parce que sinon les profs de physique auraient beaucoup de mal à leur répondre. Parce qu'on a une force, on la représente par un vecteur. Bon, alors, c'est magnifique. Bon, la masse, est-ce que c'est la même la masse pesante que la masse dans m gamma, la masse linéaire que la masse pesante? Bon, ça c'est un problème très compliqué. Quant à l'accélération, je ne rentrerai même pas dans les détails, est-ce que c'est vraiment un vecteur? Ça c'est un autre problème. Bon, donc, toujours est-il que quand on a fait des hypothèses et des principes, ça nous permet de nous ramener dans la théorie mathématique. Si j'écris f égale m gamma, après c'est fini. Je suis dans la théorie des équations différentielles. Donc, une fois que je suis ici, je suis bien obligé de faire des mathématiques, donc il faut une certaine technicité qui vont permettre de développer les calculs, les théorèmes, et ça, c'est le seul instrument qui nous permettra de mesurer, évidemment, l'adéquation entre la théorie et la réalité. Voilà grosso modo comment fonctionne une modélisation de manière très simplifiée. Voilà. Alors une grosse difficulté, évidemment, c'est celle-ci. C'est une très très grosse difficulté qui n'est pas d'ordre mathématique, mais c'est comment transcrire un fait concret comment le décrire par un objet mathématique, et où je vais le trouver cet objet mathématique. Alors là-dedans, il y a beaucoup de choses, et savoir ce que je vais prendre pour décrire tel ou tel phénomène, ça c'est extrêmement compliqué. Après, une fois qu'on est tombé ici, évidemment, là, on peut tomber sur des nouveaux problèmes, auquel cas il faut forger des nouveaux outils, ou alors tomber sur des problèmes qui sont déjà résolus, auquel cas on les utilise. Alors, je vais en profiter pour faire le lien avec l'atelier que je ferai tout à l'heure, puisque cet exposé, je le faisais pour des enseignants et pour des lycéens pendant longtemps. Et puis, je proposais aux collègues de mettre ça dans les classes, et ça n'avait jamais été fait. Donc, à partir de l'an dernier, j'ai décidé de le faire moi-même. Donc, j'ai pris un certain nombre de problèmes qui sont issus de mes recherches, et je les ai mis au niveau des élèves, donc avec des outils très modestes, mais qui, comme je vais vous le montrer, gardent tout le contenu, toute l'importance du contenu et de ce qu'on fait en pratique. Alors, le premier problème, donc je commencerai par ça, un petit peu, pour que vous compreniez bien comment ça marche, et après je passerai à ce que je fais à l'heure actuelle dans mes propres recherches. Alors, le problème d'adaptation de posologie, comme son nom l'indique, c'est, eh bien, les pharmacologues, les chimistes, les biochimistes mettent des dizaines d'années pour avoir une molécule. Bon, vous avez une molécule, par exemple, anticancéreuse, je parlerai du cancer principalement. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des propriétés de destructrice de la tumeur cancéreuse. Voilà. Bon, ça, c'est la partie biologique. Mais ce n'est pas pour autant que c'est gagné, puisque entre un médicament qui agit dans l'éprouvette, comme on dit in vitro dans le langage traditionnel, et entre ingérer le médicament chez un individu, il y a un pas immense. La première fois où on administre le médicament chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la phase 1 en pharmacologie. C'est la première fois où on confronte un être humain avec le produit. Donc là, évidemment, c'est la phase la plus sensible. Alors, adapter la posologie, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire trouver la dose qu'il faut administrer à l'individu pour être quoi? Quels sont les problèmes essentiels de la pharmacologie? Il y a un but que tout le monde comprendra, c'est d'avoir une efficacité maximale. Si j'ingère un produit, que ce soit un anticancéreux ou un produit antibactérien ou un antiviral, c'est d'avoir une efficacité maximale. Mais ça, c'est pas le seul problème, c'est d'avoir une toxicité minimale. C'est-à-dire que tout produit que vous ingérez est un produit toxique. Que ce soit le plus petit médicament, petit entre guillemets, aux médicaments les plus toxiques, comme les médicaments utilisés en cancérologie, ils sont tous toxiques. Le paracétamol, par exemple, les Feralgan, vous en prenez 40 cachets et vous êtes bon pour la greffe du foie. Hein. Donc, voilà.
Donc vous voyez, il n'y a pas de petit cachet. Alors, tout ça c'est bien beau, on veut une efficacité maximale et on veut une toxicité minimale, mais il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Alors, un des problèmes, c'est la variabilité interindividuelle. Bon, c'est la question que j'ai fait, essentielle, sur laquelle j'ai fait réfléchir les élèves, c'est-à-dire que nous sommes tous différents. Et ça se voit encore plus quand il y a des médicaments très toxiques. Ça veut dire que, pour faire simple, il y a un paramètre qui quantifie notre élimination naturelle. On n'a pas tous la même élimination. Bon, population enfants, qui vont de 0 à 18 ans, ne sont pas pareilles que des populations qui vont de 40 à 60, etc. Et puis nous avons des variabilités qui nous sont propres. Donc ça c'est un premier problème auquel on se heurte. Et aujourd'hui on a un deuxième problème, c'est que les biologistes et les biochimistes nous donnent une quantité d'informations qui est de plus en plus importante, qu'il faut gérer simultanément, c'est-à-dire donc il y a tous ces problèmes qu'il faut gérer en même temps pour arriver à répondre aux deux questions. Donc ceci, évidemment, au plus il y a de données, au plus il faut pouvoir avoir des outils pour gérer toutes ces données. Et c'est pour ça qu'on utilise la modélisation. Alors voilà ce que j'ai proposé donc aux élèves pour commencer, mais bon, ça permettra de poser de manière très simple. On peut imaginer, très simplement, ce qu'on appelle un modèle à un compartiment. Évidemment, il y a certains médicaments qui sont décrits par des choses aussi simples que ça. Ce n'est pas la généralité. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait une perfusion à quelqu'un, parce que les traitements anticancéreux se font par perfusion. Donc, ils sont injectés dans le compartiment qui sera dit sanguin. Quand on fait une perfusion à quelqu'un, le médicament va directement dans le sang. Ce n'est pas du tout pareil que quand on le prend par la bouche, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des modélisations qui sont plus compliquées. Et puis à partir de là, évidemment, il a pour but d'aller sur la zone tumorale, détruire la partie cancéreuse, et parallèlement, on le verra tout à l'heure, il détruit aussi des cellules qui ne sont pas cancéreuses, c'est l'effet toxique. Et au bout d'un certain temps, il est éliminé, et on peut quantifier l'élimination par un paramètre K. Alors c'est ce qu'on fait modéliser aux enfants, et on arrive rapidement à une équation différentielle du premier ordre qui est actuellement au programme de terminale, puisque la fonction U de t, c'est un débit entre 0 et t0, c'est la durée de la perf, et puis 0 après. Donc c'est une fonction constante par morceau. Ce qui veut dire que l'équation qui est là-haut, c'est une équation différentielle du premier ordre qui est en deux morceaux. Voilà. Alors le premier travail qu'il faut faire avec les enfants, c'est la modélisation. C'est pas facile de passer de la petite boîte que j'ai montrée à ceci. Ça, c'est ce qui pose le plus de difficultés, c'est la partie modélisation. Ensuite, il y a la partie résolution. Ça fait utiliser toutes les techniques qui sont en classe terminale, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. Donc, analysons un petit peu là-dedans. Toujours est-il que quand on regarde ça, le V qui est là, c'est le volume. Ça représente le volume de la boîte, parce que je veux des concentrations. Donc, j'imagine que la boîte a un certain volume. C'est ce qu'on appelle le volume de distribution en pharmacologie. Donc, on voit que ce problème est conditionné par deux paramètres, K et V. Et plus précisément, on préfère, plutôt que le paramètre, ça a disparu, vous m'excuserez, mais plutôt que de prendre le paramètre K, on préfère prendre le paramètre CL qui est égal à K fois V. On change de paramètre. Alors pourquoi CL? Parce que CL, c'est un paramètre qui est utilisé par tous les biologistes du monde. C'est ce qu'on appelle la clairance. Donc plutôt que de prendre le paramètre K qui quantifie l'élimination, on prend un paramètre CL, c'est simplement le produit de K fois V. Voilà. Il est en litres par heure. Et si vous faites des analyses médicales, par exemple, si votre médecin veut vérifier que vos reins fonctionnent bien, il fait mesurer votre clairance. Voilà. Si la clairance est élevée, eh bien, vos reins éliminent bien. Si la clairance est faible, vos reins éliminent mal et vous risquez de faire ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Voilà. Donc ce paramètre, par analogie, pour chaque médicament, il y a une clairance qui quantifie l'élimination et un volume de distribution. Donc vous voyez que ce problème est conditionné par deux paramètres. Alors, pour résoudre cette équation, ça c'est la durée de la perf, on arrête, c'est la décroissance. Alors, prenons un problème qui se pose. Le premier problème que j'ai fait résoudre, c'est un problème qui était posé dans les années 80 sur un médicament qu'on appelle le méthotrexate. C'est un médicament anticancéreux pour lutter contre ce qu'on appelle les ostéosarcomes, et c'était chez les enfants. Alors j'expliquerai pourquoi c'est important que c'était des enfants. Pour le moment, ça ne va pas apparaître. Alors, ce problème-là, ça consistait à atteindre un plateau de perfusion, parce que c'était là que le médicament était le plus efficace et le moins toxique. Bon, par exemple, il faisait 15 mg par litre, c'était la concentration qu'on appelle plateau, qui était donnée par la biologie. C'est la concentration à laquelle le médicament est très efficace et peu toxique. Alors comment faire quand un enfant rentre dans le service? C'était ça la question dans les années 80. Comment faire
pour trouver la dose qu'il faut lui administrer à lui pour atteindre ce plateau. Sachant qu'évidemment, on ne le connaît pas. Alors, vous voyez que si vous prenez la limite de ça, ben, ça fait D sur CL. Donc, ça fait donc la limite en plus infinie. Donc le plateau, c'est D sur CL. Autrement dit, si le plateau est donné par le clinicien, si vous connaissez la clairance, vous trouvez le débit. Donc ce problème, on voit que tout se concentre, il faut savoir estimer la clairance. Alors en fait, il faut estimer deux paramètres, mais pour les élèves, vous allez comprendre pourquoi, j'en ai fixé un pour avoir qu'une seule inconnue, parce que sinon ça amène des problèmes mathématiques un peu plus compliqués. Donc, si on connaît V, par exemple, tout le problème consiste à trouver la clairance pour trouver le débit administré. Voilà. Donc, vous voyez que petit à petit, on avance. Alors, premier travail qu'on a fait faire aux élèves, on a pris une loi normale. Par exemple, on a fait générer la clairance à peu près, pour ces médicaments, était à peu près de 7. Donc, si on prend une loi normale de moyenne 7 et d'écart type 0,1, par exemple, si on fait des tirages aléatoires, on voit déjà ce qui se passe. Pourquoi il peut y avoir des catastrophes. Ici, c'est 3 personnes, donc, qui sont générées par le générateur aléatoire. Ça simule ce qui se passe en réalité. Quelqu'un rentre dans un service, on ne le connaît pas. Il a une clairance qui peut varier. C'est le cas. Voilà le même débit. Là, c'est une personne qui a une clairance très forte, donc il élimine beaucoup. Donc pour un même débit, il ne va pas très haut. Ici, c'est une clairance moyenne. Ici, c'est une clairance faible. Si la clairance est faible, eh bien, catastrophe, on peut arriver dans des zones très toxiques. Donc si je fais le même débit à 3 personnes différentes, eh bien, on voit ici, par des simulations, ce qui peut se produire, et c'est ce qui se produit. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas faire des mêmes débits à une personne si on ne la connaît pas. Une autre façon de voir les choses, c'est en perfusion de longue durée. Voilà. Mettons que vous vouliez atteindre la cible 15, ici, c'est la ligne verte. Eh bien, la ligne rouge, la trajectoire rouge, c'est la trajectoire idéale. Et j'ai fait 3 tirages aléatoires. Vous voyez qu'il y en a un qui est toxique et 2 qui sont sous-thérapeutiques. Bon, dans les deux cas, c'est très négatif. Dans le cas toxique, évidemment, le patient est en danger de mort. Et dans le cas sous-thérapeutique, évidemment, c'est la tumeur qui continue à progresser. Bon, l'idéal, c'est la courbe rouge. Alors, donc, la question qui était posée aux élèves, c'est comment faire pour atteindre la courbe rouge. Alors voilà la réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend une clairance moyenne, ça correspond à un débit de 107, et on commence à faire une perfusion. Alors si on commence à faire cette perfusion, si on continue la perfusion, évidemment, on manque la cible. La cible, elle est là-haut à 15. Et qu'est-ce qu'on fait? Au bout de 6 heures, on fait un prélèvement. Un prélèvement. Et 6 heures après, parce qu'il faut à peu près 6 heures pour que l'analyse soit faite, il nous donne par exemple ce renseignement, 5.9. À ce moment-là, on écrit qu'à 6 heures, on trouve une équation à une inconnue, mais c'est une équation non linéaire. Donc, pour trouver la clairance du patient que je traite, il faut résoudre cette équation. Et là, on tombe sur un problème intéressant, comment résoudre cette équation? Donc, on a expliqué aux élèves le rapport entre ça et les suites récurrentes. Un plus 1 égale F2, trouver les points fixes, etc. Puis on l'a fait résoudre d'abord par la procédure donnée par l'ordinateur, puis après on leur a fait retrouver par une méthode mathématique qu'ils ont programmée eux-mêmes, etc. Donc comme ça, ils voyaient l'interaction entre le cours qu'ils faisaient en terminale. Si je ne sais pas résoudre cette équation, je ne résous pas mon problème. Une fois que j'ai la nouvelle clairance, évidemment, à 12 heures, je corrige le débit et j'obtiens automatiquement le plateau. Puisque avec la nouvelle clairance, rappelez-vous la formule, je multiplie par le plateau, j'ai le nouveau débit. J'ai fait un changement de débit. Eh bien, c'est une technique qui est utilisée dans tous les centres anticancéreux à l'heure actuelle. Ça. Mais évidemment, c'est un petit peu plus compliqué pour les raisons que je vais donner. Alors, autre problème que j'ai fait résoudre, c'est aussi un problème... au lieu d'atteindre un plateau, ce qui intéresse les cliniciens pour certaines molécules, c'est de rester dans ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire, il faut que la concentration du médicament évolue, par exemple, ici un C-min et là-haut un C-max. Pourquoi? Au-dessous de ça, eh bien, c'est pas efficace, et au-dessus, c'est toxique. Donc, pour que le médicament soit non toxique et efficace, il faut qu'il évolue dans ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Donc, le C-min et le C-max sont donnés par la clinique. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, il faut arriver à trouver un système qui permet de trouver ce qu'on appelle les temps de transition, c'est-à-dire le protocole temporel d'administration, ce que vous allez donner à l'infirmière. Donc, après, c'est implémenté sur ordinateur, c'est-à-dire le premier temps, T1, c'est le temps première perfusion, puis j'arrête la perfusion jusqu'à T2, ici, puis je reprends à T3, donc il faut donner la séquence d'administration et le débit pour pouvoir garantir qu'on est dans cette fenêtre. Voilà 2 points de théorie que j'ai fait résoudre aux élèves, et d'autres dont je parlerai tout à l'heure. Alors, vous allez voir que c'est ce que je leur expliquais, ces 2 problèmes que j'ai simplifiés répondent à 2 questions très concrètes. La première, c'était, sur le méthotrexate, j'en ai parlé, si vous prenez ce document que j'ai trouvé sur la Ligue du cancer, c'est pour informer les patients des traitements qu'on leur donne.
Si vous lisez ce qui est écrit ici, vous voyez, c'est toujours d'actualité, elle nécessite une surveillance et des conditions de perfusion particulières. Seuls les médecins spécialistes savent manipuler ce médicament correctement. Bon, ils ont juste oublié un petit truc après, en utilisant les logiciels des mathématiciens. Bon, voilà. Donc, précisément, vous voyez, le problème est un petit peu plus compliqué, parce que dans la modélisation du méthotrexate, il n'y avait pas un paramètre, il y en avait 4 qui intervenaient. Et le problème chez les enfants, c'est qu'il y a une règle éthique qui dit que chez un enfant, on ne peut pas faire beaucoup de prélèvements, voire même pas plus de 1. Vous comprenez que quand on traite par exemple un bébé qui a 6 mois, parce que hélas le cancer peut toucher des bébés très jeunes, hein, eh bien on ne peut pas se permettre de lui faire des prises de sang toutes les heures ou tous les jours pour savoir où on en est. Il a déjà la souffrance du produit, donc il y a des règles éthiques qui sont instaurées en pédiatrie. Et donc on a peu d'informations et beaucoup de paramètres. Donc la théorie est un petit peu différente, il faut avoir recours à des méthodes statistiques, c'est-à-dire type maximum de vraisemblance ou maximum a posteriori. Mais essentiellement, la technologie est la même, c'est-à-dire qu'on fait le prélèvement à 6 heures, on commence avec un débit moyen, évidemment c'est la trajectoire rouge, ça c'est le débit moyen, on corrige avec la nouvelle clairance, on a le vrai débit, et on atteint le plateau du premier coup. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui a été fait, vous voyez, dans les années 82, donc c'est pas tout jeune. Et il faut savoir quand même que ce genre d'adaptation de posologie a permis de faire passer de guérison de 20% à 70-80%. Un ostéosarcome il y a 30 ans en arrière, c'était amputation du membre et pas du tout de garantie de survie à 3, 4 ou 5 ans. Aujourd'hui quand même, il n'y a plus d'amputation pratiquement, enfin à ma connaissance pratiquement aucune. Et des guérisons qui vont jusqu'à l'ordre de 80%. Donc on voit qu'avec des outils mathématiques très très modestes, on arrive quand même à participer à ce combat. Alors le deuxième exemple, il m'intéresse parce qu'il date de l'an dernier, celui-là, 1 an et demi, disons. Ça c'est un médicament, sirolimus, qui n'est pas anticancéreux, mais vous allez voir que la problématique est la même. C'est un médicament qui a été utilisé contre le rejet des greffes. Alors les greffes d'organes, en général, ne sont pas très compliquées, sauf certains organes, mais ce qui est difficile, par contre, c'est d'éviter le rejet. Et pour éviter le rejet, dans les années 70, on a découvert une molécule qu'on appelle la cyclosporine. C'est une molécule qui aide à vivre tous les greffés du monde. C'est ce qu'on appelle un médicament immunosuppresseur, c'est-à-dire qui bloque les défenses immunitaires pour éviter que celles-ci se retournent contre le greffé. Alors le problème de ces médicaments, comme tous, c'est qu'il a un effet thérapeutique s'il est au-dessus, et un effet toxique si on est au-dessus, et un effet thérapeutique, il faut être au-dessus de ce seuil-là. Donc pour que la greffe ne soit pas rejetée, il faut être au-dessus de ce seuil, et pour qu'on ne soit pas toxique, il faut être au-dessous. Donc c'est le cas typique de la fenêtre thérapeutique. Alors sirolimus, c'est pas la même molécule que la cyclosporine, mais c'est les mêmes modes d'action. Et cette étude-là était faite par des médecins grecs, donc en Grèce, c'est une étude multicentrique. Ils essayaient ça sur plusieurs centres en Grèce, et ils avaient un gros problème. Ils administraient les mêmes doses chez les patients, et vous voyez, par exemple, ce patient-là, avec une dose pratiquement de 1 mg, ils arrivaient dans la fenêtre thérapeutique, alors que sur le patient qui est juste après, eh bien, ils montaient les doses, vous voyez, et ça n'arrivait pas. Vous voyez, c'est les points rouges, ce sont les vrais prélèvements. Malgré qu'ils montaient les doses, ils ne comprenaient pas, qu'ils n'arrivaient pas. Alors, ils n'osaient pas, parce qu'ils montaient, ils avaient peur après d'être toxiques, donc ils n'osaient pas continuer à monter. Donc, ils nous ont contactés, et nous ont demandé si on pouvait les aider à résoudre ce problème. Et voilà. Et la réponse, vous, maintenant, vous l'avez. Elle est très simple. En bleu, c'est le modèle mathématique. Simplement, il s'agissait de calculer la clairance. Alors, de l'estimer, évidemment. Ça, c'est l'estimation de la clairance pour le premier individu. Vous voyez, elle est de 7,1. Donc, ça veut dire que l'individu, il élimine pas trop, il élimine normalement. Donc, avec des doses d'1 mg, on arrive parfaitement à rentrer dans la fenêtre thérapeutique. Par contre, le problème qu'il n'avait pas compris, c'est que l'autre individu, lui, il avait une clairance de 26. Donc, une clairance, évidemment, énorme. Et donc, en montant les doses, eh bien, c'est tout à fait normal, comme il élimine beaucoup plus, il n'arrivait pas à entrer dans la fenêtre thérapeutique. Alors, le calcul mathématique, il leur a dit exactement ce qu'il fallait faire pour aller dans la fenêtre thérapeutique. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, ils utilisent ça, et ça marche très bien chez tous les greffés. Voilà. Alors, ça, c'était pour les deux exemples qui étaient en relation avec ce que j'ai proposé aux élèves. Ça me paraissait peut-être vous intéresser de voir le rapport entre le concret et l'activité proposée aux élèves. Alors, je vais en terminer, je vais converger vers la fin sur des recherches plus actuelles. La modélisation, c'est pas simplement ce que j'ai montré tout à l'heure, ça peut être beaucoup plus compliqué, et au plus la connaissance s'accroît, au plus il faut utiliser des mathématiques sophistiquées. Alors, je vais prendre 3 exemples actuels.
D'abord, un essai de densification, ça, le docétaxel et l'épuribicine, c'est deux molécules qui sont utilisées contre le cancer du sein métastatique. Alors attention, ce n'est pas le cancer du sein quand il débute, c'est quand déjà il a commencé à dégénérer. Donc ce sont des cas qui sont très graves. Eh bien, ces médicaments, qui sont des médicaments de référence, sont très efficaces, mais ils sont très toxiques. Voilà. Donc on ne sait pas trop comment les administrer. Alors cette étude-là a été faite en 2000, c'est pour vous montrer ce qui se passe. Hein. C'est une vraie étude, donc c'est un article qui est paru en 2000. Qu'est-ce qu'elle voulait faire cette étude? C'est que tous les cliniciens se rendent compte d'une chose, la chose suivante, c'est qu'en général, quand on administre un anticancéreux, on l'administre sur les 2-3 premiers jours, et puis après il y a 21 jours de récupération, c'est ce qu'on appelle un cycle, et ensuite on recommence. Les 21 jours, ça correspond à un cycle naturel pour que la moelle ait le temps de récupérer, parce que la moelle est endommagée par le médicament, donc il y a une toxicité, et puis après, quand il y a récupération, on peut commencer le deuxième cycle. Et tout le monde se rend compte que c'est trop long, 21 jours, puisque ça laisse un temps de latence au cancer qui est très préjudiciable, entre autres parce qu'il développe ce qu'on appelle des clones chimio-résistants. Donc il faut le prendre de court. Donc cette étude-là, eh bien, les gens ont essayé de faire passer le même traitement habituel qui se faisait sur 3 semaines, ils ont essayé de le faire passer sur 15 jours. Vous voyez, apparemment, on pourrait croire que ça ne change pas grand-chose. Donc ils ont essayé, ils ont testé, puisqu'ils savaient que c'était plus efficace, et ils ont pris une vingtaine de patientes, et hélas, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu 3 personnes qui sont décédées. Donc vous voyez qu'en pharmacologie, en médecine, quand on fait ce genre de choses empiriquement, ça peut arriver rapidement à des catastrophes. On ne peut pas, de manière anodine, passer par exemple de 21 jours à 15 jours. Voilà. Donc l'essai a été arrêté, évidemment, en cours d'étude. Alors, voilà ce qui se passe. Ça, ce sont des vrais points. Vous voyez, ce sont des centaines de patients. On comprend ce qui se passe. Ça, ce sont des neutrophiles, c'est-à-dire c'est une partie des globules blancs, avec leur évolution suivant une chimiothérapie. Vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au début, ça ne bouge pas, à peu près. Ce sont les taux normaux. Et après, il y a une chute vertigineuse. Et après, il y a la remontée, à peu près autour de 21 jours. Toujours est-il que dans cette période-là, le patient est dans une période très critique, c'est ce qu'on appelle une aplasie médulaire, c'est-à-dire qu'il n'a plus de défense. Les neutrophiles sont tellement bas qu'il peut décéder du moindre rhume qui passe par là. Donc c'est ce genre de problème qui s'est produit pour les patientes en question et qui se produit, hélas, même pour les autres, puisque même si ce n'est pas sur 15 jours, on est toujours toxique. Donc il faut arriver à avoir des modèles qui sont descriptifs de cette toxicité et essayer de voir comment on peut pallier à ce genre de choses. Alors c'est précisément l'étude que j'ai montée, qui est actuellement, c'est une étude de phase 1, on appelle ça modèle 1, hein, donc c'est le nom qui est international. Eh bien, cette étude consiste à reprendre ce qu'a fait Marty et les autres, mais avec un modèle mathématique. C'est-à-dire qu'on va faire passer le médicament sur 14 jours, mais au lieu de le faire de manière empirique, c'est un modèle mathématique qui va calculer les dosages et les temps d'administration. Donc c'est exactement la même problématique, sauf que derrière, on va utiliser un support mathématique pour pouvoir piloter l'adaptation de posologie. Alors juste un mot pour vous dire un peu comment ça se passe, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Bon. Le médicament est injecté ici, bon, on va simplifier, donc il génère des concentrations, et puis il va aller sur le site tumoral détruire la tumeur. Ça, c'est le côté efficace. Et de l'autre côté, eh bien, il va aller avoir l'effet toxique, c'est les dommages collatéraux, qui va détruire par exemple les neutrophiles, les plaquettes, c'est-à-dire toutes les molécules, toutes les globules qui nous permettent de vivre. Les plaquettes, ça nous permet de coaguler, les neutrophiles, de lutter contre les infections, etc. Donc, dans un schéma comme ça, on résume à peu près le dilemme, c'est-à-dire il faut minimiser ce compartiment tumoral, mais il faut respecter les contraintes physiologiques de ce compartiment. Pour vivre, il faut être au-dessus d'un certain seuil. Il ne faut jamais passer au-dessous d'un certain seuil et ne jamais rester très longtemps au-dessous d'un autre. Ce sont des contraintes imposées par la clinique. Donc, vous voyez que tout ce que je dis, au-dessus, au-dessous, maximum, minimum, on se rapproche petit à petit d'un problème, disons-le, d'optimisation avec contrainte, pour employer un terme mathématique. C'est un problème d'optimisation avec contrainte, donc ils vont utiliser toutes les mathématiques dont j'ai parlé tout à l'heure et bien d'autres. Voilà. Alors, le problème n'est pas fini ici, parce que pour comprendre ça, il faut arriver à comprendre ce qui se passe ici. Et si on veut comprendre ce qui se passe ici, eh bien, il faut comprendre d'abord la physiologie naturelle, ce qu'on appelle l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est la partie de l'hématologie qui consiste à décrire comment un globule se forme dans la moelle jusqu'au globule mature. Alors, il faut d'abord comprendre ça. Alors, l'hématologie, c'est une science qui est passionnante. Je vous engage d'aller un petit peu l'étudier, parce que c'est aussi passionnant que les mathématiques, d'ailleurs. Bon. Et alors,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça part de la moelle, comme ça, où on a ce qu'on appelle des cellules indifférenciées, puis il y a toute une maturation qui va jusqu'aux globules qui circulent. Si on fait une prise de sang à l'heure actuelle, là maintenant, tout ce qu'on mesure ici, c'est ce qui est ici. Mais il y a tout un processus, vous voyez, les progéniteurs, les précurseurs, c'est-à-dire les bébés, hein, les petits bébés neutrophiles, qui vont mûrir au cours du temps, et qui vont arriver jusqu'à produire celui qui va nous défendre contre les infections opportunistes. Voilà. Alors, ces chaînes de maturation sont contrôlées par ce qu'on appelle les cytokines, ça veut dire que si ici il y en a trop, il y a des messages qui partent, qui disent à la moelle, il faut que tu ralentisses. Et si ici il n'y en a pas assez, il y a des rétrocontrôles, des hormones qui vont dire à la moelle, il faut que tu accélères. Vous voyez, c'est un organisme assez extraordinaire. Et bon, avec les mathématiques, on est loin de le décrire. Mais vous allez voir qu'on arrive à faire des trucs quand même. Alors, c'est cette chaîne de maturation qu'il faut étudier et voir où le médicament rentre en jeu pour la casser, cette chaîne-là. Donc, si on va un petit peu plus près, donc on la reproduit de manière plus schématisée, eh bien, il se trouve qu'en étudiant, on voit que la chaîne est cassée ici et ici. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament ne casse pas la chaîne à l'arrivée, il casse la chaîne ici. Ce qui explique pourquoi, quand on fait une chimiothérapie à quelqu'un, les premiers jours, il n'y a pas de problème. Les neutrophiles sont normaux. C'est quelques jours après qu'il y a une chute. Et ce retard sur la chute vient du fait que vous ne détruisez pas ce qui circule, vous détruisez les bébés, c'est-à-dire les futurs. Donc en détruisant les bébés, ici vous ne voyez rien au début, mais ceux qui auraient dû apparaître ici quelques jours plus tard, ils n'apparaissent pas puisqu'ils sont morts avant. Et c'est pour ça qu'on voit ce décalage. Et ça c'est essentiel pour pouvoir le modéliser. Donc c'est ce type de schéma qu'il faut arriver à traduire par des systèmes dynamiques. Bon, j'en ai juste marqué un, et entre autres vous voyez ce qui apparaît ici quand même. Ah, excusez-moi, je suis un peu vite. Voilà. Vous voyez qu'il apparaît des équations différentielles qui ne sont pas traditionnelles, ce sont des équations différentielles à arguments retardés ici. Donc c'est une théorie qui a été beaucoup utilisée en électronique, ça, sur les diodes, etc. Donc ça c'est pour traduire le fameux retard dont j'ai parlé, le T moins taux, c'est le retard de destruction par le médicament des globules. Voilà. Donc c'est ce type de système dynamique, bon il y a plusieurs équations différentielles qui sont traitées derrière. Et alors, où on en arrive? Alors, comment on arrive à faire ça? Eh bien, le problème de contrôle optimal, ou plutôt d'optimisation des contraintes qui est résolu, c'est trouver, parmi toutes les solutions possibles, trouver les schémas qui vont minimiser le compartiment tumoral, tout en respectant les contraintes physiologiques, c'est-à-dire que les neutrophiles et les plaquettes restent au-dessus d'un seuil acceptable pour que la personne puisse continuer à vivre normalement. Alors, voilà par exemple ce que l'adaptation posologique du médicament par le modèle. Voilà. Il dit, voilà, ici perfusion par un quart d'heure, puis une heure, puis après le lendemain perfusion par l'autre d'une heure et puis d'un quart d'heure. Et voilà le résultat ici, c'est la décroissance tumorale, et vous voyez qu'ici, le seuil rouge n'est plus dépassé. Voilà. C'est-à-dire que ce pilotage-là permet d'avoir, à chaque instant, respect des contraintes physiologiques et décroissance tumorale constante. Voilà. Je vous donne juste un résultat sur la patiente numéro 6 pour vous faire voir comment c'est en pratique. Bon, la patiente rentre dans le service. Ici, c'est une patiente qui était assez faible, puisqu'elle part, vous voyez, ce sont des vrais prélèvements dans le premier cycle. Elle part elle a un statut hématologique qui est faible. En général, on est au-dessus de 4, donc elle était déjà très faible, vous voyez. Et ça, c'est les points durant le premier cycle. Donc on ne la connaît pas, c'est le moment où elle rentre et où le modèle va identifier ses propres paramètres. Donc il y a des doses tests, et vous voyez qu'elle chute quand même assez bas, mais pas très longtemps. Ici, le modèle mathématique en bleu, il prévoit ce qu'il va falloir faire pour l'avenir. Et donc, vous voyez, c'est le deuxième cycle. Voilà. Et là, vous voyez qu'on la récupère. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, elle commence à récupérer et après, plus de problème. Donc, c'est une étude qui a été appliquée pour le moment sur 18 patientes. Donc, c'est la même étude que la précédente que j'ai montrée, sauf qu'ici, les patientes se portent très très bien. Voilà. Ce qui, pour nous, est encourageant et pour elles aussi, évidemment. Alors, je terminerai sur deux questions. C'est deux sujets de thèse qui sont dans mon laboratoire à l'heure actuelle, qui vont, pour vous montrer que c'est que le début, ce qu'on fait. Deux questions cliniques que tout le monde connaît, je pense. C'est que le scanner, on en a parlé tout à l'heure, il détecte des tumeurs qui sont petites, mais pas très petites. Donc, des tumeurs à peu près de 2 mm, c'est déjà très gros. Donc, la question, c'est savoir, est-ce qu'on peut prévoir l'émergence de tumeurs avant de les voir, puisque l'imagerie médicale est limitée. Et puis, éventuellement, si on peut faire ça, est-ce qu'on peut les traiter de manière anticipée, de manière à éviter que, évidemment, quand on s'en aperçoit, ce soit déjà trop gros. C'est un sujet de thèse donc, pour lequel j'ai obtenu une bourse de l'Institut national du cancer. Donc, c'est une bourse pour cet étudiant, Federico Barca. Bourse INCA, c'est très rare pour un mathématicien.
puisqu'en général c'est réservé aux médecins, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience ça va tout doucement, de l'interaction que peut avoir les mathématiques avec les thérapies anticancéreuses. Donc cette bourse, elle a été pour le sujet de thèse, qui est écrit ici, qui est basé sur un article fait par des Japonais, c'est que à partir d'une tumeur primitive, on a un modèle d'évolution tumorale, il y a une tumeur primitive, et au bout d'un certain temps, cette tumeur primitive, eh bien, comme la plupart des tumeurs, si on ne les enraye pas avant, vont faire des satellites, ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire des morceaux qui vont se décrocher, et par la voie lymphatique, vont partir coloniser d'autres organes. Et là, ça devient assez grave. C'est ce qu'on appelle les cancers métastatiques, comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle prédictif, et on obtient une équation dérivée partielle, vous voyez, c'est-à-dire ρ de x et de t, ça représente la densité des métastases de taille x à la date t. C'est un modèle qui permet à l'instant de savoir combien il y a de tumeurs de taille x. Eh bien, on tombe sur un problème mathématique tout à fait original ici, parce qu'il y a une condition limite qui n'est pas traditionnelle, qui nous demande des traitements qui ne sont pas évidents. Donc il y a un gros travail technique à faire ici. C'est l'objet du travail de thèse de l'étudiant dont j'ai parlé. Et après, évidemment, il faudra ramifier ce travail à celui que j'ai montré qui est appliqué sur les malades, de manière à minimiser, pas cette fois la tumeur initiale, mais à minimiser toutes les métastases, évidemment. Alors ça a plusieurs applications, ce truc-là. Ce modèle-là, c'est le modèle qui a été fait par les Japonais où le cancer n'est pas traité. Évidemment, ce n'est pas une équation aussi simple, parce que maintenant, on va prendre cette équation et la modifier avec le traitement, et voir comment le traitement permet de modifier l'évolution des métastases. Bon, ça, c'est un sujet de thèse qui débute. Alors, tout ce que j'ai fait, ça se résume par cette phrase-là de Evans. Ça m'intéressait de la montrer. Evans, c'est un pédiatre qui est venu il y a quelques années en France et qui a regardé un petit peu les techniques qui sont utilisées ici, et qui est retourné chez lui et qui a monté dans son hôpital toute une équipe qui va du biomathématicien jusqu'au médecin qui traite les patients. Et ce qu'il dit, c'est assez intéressant. On parlait de paradigmes tout à l'heure. Il y a deux paradigmes à l'heure actuelle dans la recherche en cancérologie, mais aussi dans la recherche médicale. C'est découvrir des molécules miracles, ce qu'il appelle magic bullet. Donc il y a des gens qui pensent que bon, les molécules qu'on a, bien, on les jette, elles ne marchent pas, on va en chercher d'autres. Et puis il y a des gens, comme lui, comme moi, qui pensent qu'au lieu de chercher des choses toujours tout azimut, eh bien, il vaut mieux savoir utiliser ce qu'on a déjà. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit que lui, ce qu'il constate pour la leucémie lymphoblastique, par exemple chez l'enfant, leucémie lymphoblastique, il est passé à peu près de 10% de guérison à 75-80%, pas avec des nouvelles molécules, mais en utilisant plus rationnellement les molécules qu'il avait déjà. Donc ça me paraissait une réflexion philosophique intéressante venue d'un clinicien qui traite les enfants tous les jours. Voilà. Alors, je terminerai sur le dernier sujet, mais celui-là, c'est une thèse qui vient de finir, par Christophe May, pardon. Alors ça, c'est un problème non moins essentiel, et Christophe May, ce qui m'intéresse de dire, c'est que lui, il est pharmacologue, donc il a fait une thèse, on l'a aidé pour la partie mathématique, qui n'est pas très compliquée, mais vous allez voir que ce qu'il a fait, c'est un article qu'il vient de publier dans le groupe Nature, donc c'est un gros article, c'est de détecter ce qu'on appelle la MTD. La MTD, c'est la dose maximale tolérée. J'en ai parlé tout à l'heure, en phase 1, eh bien, ce que cherchent à faire les cliniciens, c'est savoir quelle est la dose maximale tolérée par l'organisme. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas. Donc, il y a des méthodes qui sont faites empiriques. Alors, par exemple, on vous donne, le médecin se pose, par exemple, de dire je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ça. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est l'effet toxique. La neutropénie grade 4, ça veut dire carrément que les neutrophiles sont à 0, pratiquement, à 0,1. Mucite ou diarrhée grade 3, ça veut dire, mucite, ce sont des plaies dans la bouche, c'est des aftes généralisées, pour une diarrhée, vous savez ce que c'est, et toxicité cardiaque, et bien toxicité cardiaque, ça veut dire que le cœur peut être endommagé, grade 1, ça veut dire qu'il y a un effet sur le péricarde, par exemple. Donc ça, ce sont les toxicités qu'il ne faut pas du tout avoir, et hormis ces toxicités, ils cherchent les doses maximales que peut tolérer l'organisme sans avoir ces toxicités. Voilà. Ah ben, le problème, c'est comment faire. Alors, ce qu'a fait Christophe May, c'est qu'il a mis un modèle probabiliste qui relie la dose à la probabilité de déclencher l'effet toxique. Et ce modèle, au fur et à mesure des observations, il s'enrichit et il corrige, les paramètres sont corrigés, et il calcule au fur et à mesure les doses qu'il faut pour escalader, pour limiter les effets toxiques. Alors, le modèle, je vais vous le passer parce que je ne veux pas vous... Voilà, c'est pas ça qui est intéressant. Alors, pour vous montrer que c'est un problème qui est très important, ça contrarie beaucoup de médecins qu'on montre ça, mais c'est la réalité, c'est le Taxol. Le Taxol, c'est une des dernières molécules qui a été découverte, vous avez peut-être entendu parler, qui est extrait de l'arbre Leaf. C'est un médicament qui est très efficace, mais aussi, toujours pareil, très toxique. Alors, il était testé chez des enfants,
Et on voulait trouver la MTD, la dose maximale tolérée. C'est un vrai essai. Alors comment ils le font? Ils font de manière empirique, puisqu'ils ne connaissent pas autre chose jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils commencent par 240 mg, ils font rentrer 3 petits patients, et ils regardent. Si l'effet toxique n'est pas observé chez plus de 2 tiers, ils incrémentent de 20%. Et puis de 20% en 20%, vous voyez, ici il y avait à peu près un peu plus de 340 ici, et puis après ils sont passés au palier 420. Alors, en mesure, ils voient des effets toxiques, mais s'il n'y a pas des effets toxiques rédhibitoires, ils continuent à monter, à incorporer 3 petits patients. Et alors, dans cette étude-là, il y a eu une catastrophe, parce qu'au palier 420, il y a eu un décès toxique, donc un petit enfant qui est décédé, et il y en a eu 2 autres qui sont tombés dans le coma. Voilà. Alors, évidemment, il y a eu arrêt de l'essai. Alors, l'arrêt de l'essai, ça a 2 conséquences, évidemment. Il y a ce genre de choses dramatiques. D'abord, évidemment, les enfants qui sont endommagés, ça c'est une catastrophe qui est malheureusement, on ne peut plus revenir. C'est terrible. Donc ça, c'est complètement à éviter, tout le monde le comprend. Mais au-delà de ça, c'est que maintenant, le Taxol, eh bien, pour le moment, il est gelé, on ne l'utilise plus pour personne. Donc il y a 2 conséquences qui sont gravissimes. Une, je le répète, c'est le décès des enfants. Et le deuxième, c'est que ceux qui pourraient en bénéficier, qui pour le moment n'en bénéficient pas, parce que, compte tenu de ce qui s'est passé, l'arrêt de l'essai, eh bien, on ne peut pas le préconiser chez les enfants. Alors si on regarde ce que préconisait le modèle mathématique, vous voyez, on peut regarder ce qu'aurait préconisé le modèle mathématique. Quelle escalade de dose il aurait préconisé ici? Bien déjà, si on fait le calcul à partir d'ici, on voit que l'escalade de dose proposée par le modèle mathématique est bien moindre que celle qui est proposée ici. Alors si maintenant on prend le modèle mathématique depuis le début, ce qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire à partir d'ici, si on avait fait piloter l'escalade de dose, voyons ce qu'il aurait donné. Voilà. Il serait arrivé ici. Alors quelle est la différence entre l'empirisme et le modèle mathématique? Je vais vous l'expliquer en un mot. Eh bien, c'est que vous avez compris que cette façon de faire empirique oublie, c'est assez dichotomique. Par exemple, à ce stade-là, le clinicien qui a observé par exemple un grade 3, il ne le signale pas, puisque pour lui, il n'y a que le grade 4. Donc ici, il y a peut-être des petits patients qui étaient certainement en grade 3. Mais ce grade 3 était écrasé en grade 0, puisque pour eux, c'est ou grade 4 ou rien. S'il n'y a pas de grade 4, je continue. Donc ce grade 3 qui est une information qui a été perdue, et bien d'autres, fait qu'on a dit on passe au palier suivant. Alors que dans le modèle mathématique, tout ce qui s'est passé est incorporé. C'est-à-dire même le petit accident le moindre, grade 1 ou grade 1 de mucite ou grade 1, est incorporé dans le modèle, on en tient compte. Et donc ce qui fait que comme le modèle est adaptatif, à savoir qu'il incorpore à chaque instant plein de toxicité, évidemment, il permet de limiter l'escalade des doses en tenant compte de tout ce qui s'est passé. Voilà. Bon, je terminerai donc sur une phrase de Jean-Marie Souriau, qui est un très grand physicien mathématicien, je crois qu'il corroborera un petit peu ce qu'on vient de dire. Merci de m'avoir écouté. Quelques questions? C'est une petite remarque au sujet de ce que vous avez dit au début sur l'importance du temps. Je pense que c'est un argument important, mais au-delà de la question stricte du temps, et votre exposé le montre bien, il me semble, il y a aussi le fait que les mathématiques ou n'importe quel système dans lequel on réfléchit ne fonctionne pas tout seul, il fonctionne toujours en réseau avec autre chose. Et que donc quand on bloque une recherche par exemple, Absolument. On bloque les réseaux. Bon, y compris dans l'exposé que j'ai fait, on voit bien que les mathématiques ne fonctionnent pas tout seul, elles fonctionnent en interaction avec autre chose. Absolument. Et que, effectivement, donc ce qu'on voit c'est le temps, mais en réalité ce qu'il faudrait mettre à jour, enfin votre exposé le montre très bien, c'est l'existence des interactions avec les autres registres. Absolument. Mais c'est omniprésent dans l'exposé, puisque il y a interaction entre tous les acteurs. D'ailleurs, moi je ne plaide pas que pour les mathématiques, c'est pour la science en général. Une erreur, vous avez raison de le souligner, il y a des exemples, un nombre d'exemples énormes qui montrent que des choses qui a priori on ne voyait pas très bien sur quoi ça allait déboucher. Un des derniers exemples que j'ai vu, c'est quelqu'un qui travaillait sur les reptiles, par exemple. Il était au Sénat sur les reptiles. Pas très bien étudier les reptiles, on aurait pu lui dire, c'est ça d'étudier les reptiles, et qui a permis de découvrir un anticoagulant très puissant, à partir, puisque le venin des reptiles font le contraire. Donc on a pu trouver des anticoagulants ou des anesthésiques très puissants
Donc, alors que lui, il ne cherchait pas du tout ça. Voilà. Donc l'histoire, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a un très très gros problème à l'heure actuelle sur la présentation de la recherche, y compris par des hommes politiques qui sont tout à fait incultes, pas que dans ce domaine hélas, mais bon, en particulier dans celui-là. Hein, c'est que j'entends beaucoup de gens, ah oui, c'est pas des chercheurs qu'il nous faut, c'est des trouveurs. Le problème, c'est que j'aimerais qu'ils m'expliquent comment on fait pour trouver. Moi, voilà. Parce que voilà, le problème, c'est que l'histoire de l'humanité montre qu'on ne sait pas où chercher. Si on regarde, puisqu'on parle des cancers, vous pouvez remonter, on parle des mathématiques, mais le cancer c'est aussi vieux que les mathématiques. Dans toutes les histoires des civilisations, le cancer il est décrit. Voilà. Alors on regarde par exemple en Égypte, les pharaons, à l'époque des pharaons, etc. Eh bien, on décrivait les cancers, bon, donc, le crabe, quoi, donc, étymologiquement. Donc c'est décrit depuis la nuit des temps le cancer. Mais entre la description macroscopique de ce que ces gens voyaient, c'est-à-dire, puisque c'était des cancers qui n'étaient pas traités, ça prenait des formes assez horribles. On a vu hélas un exemple à la télé récemment de cancer qui ne peut pas être traité, ce que ça peut faire. Bon, donc c'était la macroscopique, mais entre relier cet aspect macroscopique du cancer, donc qui était descriptif, le relier à ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, à l'ADN, ce qui d'ailleurs fait qu'il y a eu un va-et-vient aussi. Le cancer, c'est une maladie qui était redoutée, donc même à l'heure actuelle, dans les journaux, on lit il est mort d'une longue maladie ou d'une mauvaise maladie. On n'ose même pas prononcer le mot, c'est les vestiges. Alors, à une époque, on croyait que ça se donnait, donc on ne fréquentait pas les cancéreux. Puis après, on s'est aperçu que ça ne se donnait pas. Donc, on a dit donc ça n'a rien à voir avec les virus, puisque les virus, eux, se donnent. Or, faux, beaucoup de cancers sont d'origine virale, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc vous voyez les va-et-vient qui font les erreurs qu'on peut faire. Alors entre relier une pathologie qui apparaît macroscopiquement à un virus, qui est donc un petit morceau d'ADN qui vient s'intercaler dans votre propre ADN et qui vient modifier les codes, etc., il faut en développer des sciences, de la chimie, de la biochimie, le microscope électronique, qui lui-même repose sur... voilà. Donc, si ça ne montre pas que tout est interdépendant, je ne vois pas ce que c'est qui nous montre, à condition, évidemment, d'aller se poser la question. Voilà. Donc, la recherche fondamentale, oui, les questions ne sont pas posées. C'est pour ça que j'ai montré la première photographie au début, parce que, bon, on ne voit que des gens connus. Mais... Ah eux, on ne leur demande pas quoi ils servent, entre parenthèses. Hein, bon. Ça, j'ai remarqué que... Et ma deuxième question, ça serait quelque chose qui m'a échappé, mais puisqu'on a cette procédure adaptative qui s'appuie sur les mathématiques, pourquoi on continue à utiliser les mathématiques? C'est une très bonne question. Mais ça c'est une étude qui vient d'être publiée là, en 2007, il vient de sortir, une très grande. Donc il y a évidemment beaucoup de gens qui vont maintenant appliquer ça, mais c'est tout nouveau. Alors que l'étude sur le taxol que j'ai montrée, elle a 4 ou 5 ans. Quoi. Donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de... Donc, et vous savez qu'entre... Et alors, en médecine, plus qu'ailleurs, si on travaille en aérospatial, par exemple, bon, on peut travailler sur des simulations en soufflerie, mais chez les gens, c'est beaucoup plus compliqué. Entre passer d'une théorie à l'humain, il y a des règles éthiques qui sont très draconiennes, et heureusement d'ailleurs. Donc, les applications sur malades de choses théoriques, ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'en technologie. Quoi. Oui. Alors, y a-t-il des difficultés de communication entre un médecin et un mathématicien? Énorme. Ce qui, ceci dit, on ne discute pas avec des médecins, on discute avec des médecins cliniciens. On ne discute pas avec un généraliste ou un cardiologue qui est au coin de la rue. On discute avec des gens qui font quand même, qui sont impliqués dans la recherche clinique. Ce qui veut dire que ça s'améliore de jour en jour. C'est-à-dire que, par exemple, je fais un cours en DEA de cancérologie, par exemple. Donc les internes en cancérologie suivent ce cours. Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure, les choses évoluent. Alors l'important, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde soit spécialiste de ce que fait l'autre, ça ne sert à rien. C'est d'avoir suffisamment de vocabulaire commun pour pouvoir coopérer. Il ne s'agit pas de prendre la place du cancérologue et l'autre n'a pas à prendre la place du mathématicien. Ceci dit, il faut que chacun arrive à s'imprégner de la problématique de l'autre. Voilà. Et ça demande un gros travail et beaucoup de volonté. Voilà. Il me semble que le facteur temps joue aussi en termes de formation. Parce que avant que quelqu'un puisse utiliser des chaînes de Markov dans un domaine hors mathématiques, il faut déjà que lui-même ait appris à comprendre des chaînes de Markov, donc que ce soit paru dans les programmes universitaires en l'occurrence. Et ça prend du temps avant qu'on réalise l'importance d'un domaine ou d'un autre. Oui, mais ceci dit, quel choix
quel choix pour les programmes, quel choix, ça c'est quelque chose d'essentiel à mon avis. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, puisqu'on parle d'enseignement des mathématiques, ma propre expérience, ce dont je suis certain, c'est que un des grands défauts qui est à l'origine de la désaffection de nos étudiants, je ne parlerai pas des phénomènes de société, ça je ne veux pas en parler, ils sont aussi omniprésents, mais pour ce qui est de notre enseignement, je pense qu'on fait une grave erreur de toujours vouloir absolument enseigner la rigueur, a priori. Je ne pense pas que les mathématiques c'est la rigueur, comme quelqu'un disait, c'est plutôt le mouvement vers la rigueur, ça c'est le premier point. Et à vouloir mettre trop de rigueur, je suis convaincu qu'on dégoûte un certain nombre de gens. Voilà. Alors, la rigueur elle est essentielle, la technique elle est essentielle, mais je pense qu'il y a toute une problématique de départ qui pourrait reposer sur des choses concrètes pour amener à construire des outils après, et pas l'inverse. Et ça, je crois que ça nous fait perdre une grande partie des étudiants. Les étudiants qui sont passionnés par les mathématiques depuis le départ, c'est une minorité, cela c'est constant. Bon. C'est-à-dire les gens qui sont passionnés par des petits problèmes d'Olympiade, de toute façon, que tu leur fasses toi ou un autre, c'est pareil, ils les auraient fait quand même. Voilà. Et donc, en faisant ce type de mathématiques, on arrive à capter des gens qui étaient déjà captés. En fait. Voilà. Et éventuellement, un ou deux comme ça qui seraient passés à la trappe. Mais il y a tout un autre ensemble de personnes à qui il faut essayer de répondre, il faut s'efforcer de répondre à la question qu'ils posent, c'est-à-dire à quoi ça sert les mathématiques du point de vue utilitaire. Et pour moi, ce n'est pas un mot péjoratif, parce qu'à partir de l'utilitaire, comme j'ai montré, on peut revenir vers l'utile, c'est-à-dire vers les choses, c'est un va-et-vient, c'est-à-dire que le côté utilitaire amène d'autres questions qui alimentent le côté théorique. Voilà. Et moi, ça ne me dérange pas du tout, et c'est ce que je fais, et avec grand plaisir d'ailleurs, devant des élèves ou devant des étudiants évidemment, de partir d'un problème concret et d'essayer d'apporter des réponses avec des outils mathématiques. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et ça, je peux te dire, je peux l'affirmer, c'est que ça attire beaucoup plus de gens que de faire des mathématiques pures, etc. Bon. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que la question que posait le collègue, il y a une autre question qui se pose, il faut être prêt à y répondre aussi, parce que il y a deux questions qui se posent. Vous parlez de la théorie des nombres, j'ai fait ma thèse en théorie des nombres il y a bien longtemps, donc, mais pas en théorie des nombres algébriques, en théorie des nombres ergodiques. Donc, voilà. Donc la théorie ergodique, c'est un domaine passionnant aussi. Mais il est vrai que dans la théorie des nombres, on présente toujours les codes correcteurs d'erreur, la cryptographie, tout ce truc qu'on veut. Mais c'est une toute petite partie. Bon, c'est une toute petite partie de ce qui est développé en mathématiques. Donc, la question qui est posée, d'abord, et tout le reste des mathématiques qui sont développées, bon, ouais, parce que pour faire des codes correcteurs d'erreur, ça ne va pas chercher bien loin les mathématiques qui sont utilisées, malgré ce qu'on veut dire. De la même façon qu'en physique, quand on regarde la géométrie riemannienne, par exemple, la partie de la géométrie riemannienne qui sert, si on veut faire par exemple de la physique relativiste, elle est infime par rapport à ce qu'on fait un mathématicien dans son laboratoire de mathématiques qui se dit relativiste. Et on voit très bien, des fois, on ne voit même plus le rapport. Ou le formalisme de la mécanique quantique, c'est pareil. Les mathématiciens qui travaillent sur la mécanique quantique, bon, ils développent des choses. Et ça aussi, c'est important de l'expliquer, c'est qu'il ne faut pas arrêter ça. Parce qu'on ne sait pas comment chercher. Et donc, c'est le problème. C'est que si on arrête, parce qu'on dit ça ne sert à rien, ça, c'est ce qu'on attend de faire, eh bien, on risque de manière anticipée, de couper quelque chose. Voilà, le fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Voilà. À mon sens, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la quantité de choses qui est développée, même s'il n'y a que 1% qui est utilisé, on ne savait pas comment trouver ce pourcentage-là. Et ça, à mon sens, c'est le nœud du problème. Voilà. Je ne vois pas comment on peut faire. Oui, enfin, moi, je modulerai quand même un peu ce que vous dites. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, il ne faudrait pas présenter ça comme si les mathématiques existaient déjà et qu'elles seraient ensuite investies dans un autre champ. Parce que vous avez donné des exemples en physique, par exemple. Bon, quand on prend le calcul infinitésimal, il a quand même été élaboré en même temps que la physique du mouvement. Oui. Il n'y avait pas l'instrument mathématique qui était déjà là, qui a ensuite été utilisé en physique. On a fabriqué, enfin, on est venu à bout de ces questions de calcul infinitésimal parce qu'on cherchait une théorie du mouvement. Absolument. Et donc la mathématisation, elle s'est élaborée en même temps que le problème de la physique. Mais c'est le problème dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y avait pas un outil, il n'y avait pas des... Parce que la première citation que vous avez donnée pour Wiener, c'est un petit peu ça, il y a un outil mathématique qui est là, et puis de temps en temps on l'apprend, et on ne sait pas par quel miracle on va... Non, la phrase peut être interprétée à différents niveaux. Ça ne veut pas dire nécessairement ça. Pour la force, par exemple, on le voit, je parlais de la force. Bon, quand un élève rentre en seconde, je ne sais plus s'ils font ça en seconde, mais à l'époque c'était comme ça, alors on modélisait une force par un vecteur. Ce qui est déjà extraordinaire, parce qu'un vecteur, déjà, on ne leur dit pas trop ce que c'est, parce que bon, on sait ce que c'est deux vecteurs égaux, mais dire ce que c'est qu'un vecteur, ça, c'est autre chose. Bon. Donc alors,
c'est bien parce que si je fais le vecteur V plus le vecteur U, ben, je fais le forme le parallélogramme. D'accord. Et puis, comme par miracle, si je tire avec une corde, avec une force F1, et puis avec une force F2, eh bien, ben, ça va se déplacer suivant la trajectoire F1 plus F2. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a inventé les vecteurs, l'addition des vecteurs pour que ça coïncide avec l'addition des forces, ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce que c'est le hasard? C'est une question de force. Ça s'est développé, comme vous disiez, parallèlement. Oui, parallèlement. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas peine d'aller chercher plus loin. Oui. Il y a une éventuelle contradiction entre les deux discours. Quand vous parliez tout à l'heure des mathématiques découvertes pour s'adapter à la culture ou aux besoins du moment, vous avez soulevé un problème aussi important, c'était peut-être ne pas oublier de chercher dans des directions inconnues. Vous parliez de la personne qui cherchait sur les reptiles, elle a découvert tout à fait par hasard dans une voie qui n'aurait pas été explorée si on se limitait à chercher en relation avec les besoins du jour. Donc il faut tout tenter. Bien sûr. Ah oui, il ne faut pas réduire ce que j'ai dit. Oui. J'ai pas dit. Non, j'ai dit une pseudo. J'ai dit qu'il y avait des interactions. J'ai pas réduit ça à l'adaptation au problème du moment. Je dis qu'il y a des interactions. Il y a aussi toute une analyse interne des problèmes mathématiques pour eux-mêmes que je n'ai pas développé là, puisque c'était pas le pourquoi sujet. pas une recherche au hasard? Oui. Mais justement, mais le terme recherche au hasard, peut-être j'interviendrai parce que les collègues ont sans doute envie de partir, mais le terme au hasard, il faut bien. Le hasard, comme on dit, favorise les grands esprits, comme disait l'autre. Il y a le problème du langage après. Je prends pas un exemple mathématique, mais ce dont je parlais tout à l'heure, c'est assez intéressant parce que c'est pareil. La cyclosporine dont j'ai parlé, qui a été découverte dans les années 72, donc c'est un médicament qui, il faut bien savoir qu'avant la découverte de la cyclosporine, toutes les greffes échouaient. C'est-à-dire que la greffe cardiaque, par exemple, elle existe depuis longtemps, parce que greffer un cœur, c'est pas très compliqué. Par contre, oui, c'est pas très compliqué. Le cœur, c'est pas très compliqué. Par contre, les décès venaient du rejet. Bon. Quand on a découvert la cyclosporine, maintenant, un greffé a une espérance de vie qui est pratiquement autant que celui qui n'est pas greffé. Bon. Et alors, comment on a découvert la cyclosporine? C'est exactement ce que vous disiez. La personne qui s'appelle Borel, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le mathématicien, donc, il ne cherchait pas du tout ça. Il cherchait des nouveaux antibiotiques, lui. Bon. Et dans son laboratoire. Et vous allez voir comment il a découvert, encore plus par hasard, c'est qu'un technicien qui travaillait là, qui était passionné de champignons, lui, partout où il allait, il photographiait des champignons. Il était allé du côté de la Finlande, je ne sais pas quoi, il avait trouvé des champignons qu'il ne connaissait pas, il les avait photographiés, il les en avait pris, il les avait ramenés au laboratoire. Bon. Et Borel cherchait un nouvel antibiotique. Il a vu ces champignons, il a dit, tiens, je vais trouver peut-être un antibiotique là-dedans. Il cherchait donc, et il est tombé sur un immunosuppresseur. C'est pratiquement le contraire de l'antibiotique. Vous voyez. Donc, mais néanmoins que... Il faut pas... Voilà. C'est comme la pomme de Newton, voilà. parce que la pomme lui est tombée sur la tête voilà. qu'il a trouvé qu'il y avait une multiplication. Voilà. Parce qu'il était en train, je ne sais pas si la pomme lui est tombée sur la tête, mais même en admettant que ça tombait sur la tête, c'est parce qu'il était déjà dans une Absolument. démarche de recherche. Et ça, il faut le dire. Que si vous, il y a une pomme qui vous tombe sur la tête, vous n'allez pas penser à tout ça. Peut-être que si, mais voilà. On est déjà dans une démarche de recherche. Et après, il y a des transferts. Voilà. Après, il y a des transferts d'un registre à un autre registre. Donc, il faut analyser les transferts. Donc c'est un cherchant qu'on trouve. D'accord. Il faut être déjà dans une démarche. Une conjonction de divers paramètres. Voilà. Il faut rester ouvert. Oui, voilà. Une dernière question peut-être? Oui, je voulais faire une remarque sur les forces et les vecteurs. Je fais partie d'une génération où on apprenait des maths, qui ont poussé de la mécanique et même de la physique. Et donc je crois que comme faire à cette adéquation parfaite. Et puis, plus tard, j'ai fait un peu d'histoire des sciences et j'ai découvert que Lagrange contestait, finalement disait ce qui est observable, c'est la position du corps et puis donc le mouvement. Et quelqu'un comme Barré de Saint-Venant, donc pendant toute sa carrière, contestait ce modèle qui malheureusement est devenu dominant. Alors c'est assez curieux parce que comme le remorque, il y avait ceux qui pensaient faire de la mécanique à l'ancienne avec uniquement les vecteurs, etc. Et puis tout ce qui est analytique, il fallait le rejeter. Finalement, mais c'est pas... l'élaboration des concepts est plus compliquée. Bien sûr, et puis la réponse à la question, enfin à la remarque que vous venez de faire, c'est simplement que le formalisme de Lagrange, il se généralise, alors que celui des forces, il ne se généralise pas. Quand on passe à relativité, par exemple, où il y a 4... qu'est-ce que c'est la direction Non, enseigné, parce qu'aujourd'hui, les élèves croient que les vecteurs, les forces, tout ça, c'est la même chose. Mais c'est pas important d'enseigner ça. Ce qui est important, c'est de montrer les limites de ce qu'on écrit.
Et voilà, c'est une façon de faire les choses. Et la modélisation, comme disait l'autre, je crois que c'était dans un congrès où un physicien ou un chimiste, je sais pas, non, c'était un physicien qui montrait un modèle à des médecins que le médecin lui a dit « Monsieur, votre modèle est faux ». Alors il lui a dit « Oui, ils sont tous faux. Alors pourquoi pas celui-là ?» Voilà. Donc c'est ça la réponse. Tous les modèles sont faux. La question c'est pourquoi pas celui-là. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci.